Les mains calleuses de Jacques Alter se pressèrent contre le plan étalé sur le capot de son camion. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur le chantier de rénovation pendant que son équipe attendait les instructions. Il passa un doigt le long de la poutre de support principale. « Nous devons renforcer cette section avant de faire quoi que ce soit d'autre, » dit-il d'une voix ferme et mesurée. La fondation montre des signes de stress. Tout est fissuré si vous regardez d'assez près. Son contremaître hocha la tête. Les hommes se dispersèrent vers leur poste, outils à la main. Jacques consulta sa montre. 17h30 Lorna serait au yoga, du moins c'est ce qu'elle prétendait. Il plia le plan avec une précision mécanique. Chaque pli précis, chaque mouvement délibéré. Comme tout dans sa vie, Jacques croyait à l'ordre et à la structure. Il avait bâti son entreprise de construction à partir de rien, se sortant de la pauvreté grâce à sa seule force de volonté et à une éthique de travail sans compromis. Le trajet vers la maison a duré exactement 17 minutes. Jacques s'est garé dans l'allée de leur colonial à 2 étages. De l'extérieur, c'était parfait. Pelouse bien entretenue, peinture fraîche, fenêtres symétriques. Jacques l'avait rénové lui-même lorsqu'il l'avait acheté il y a 8 ans. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. La maison semblait vide à présent, comme un décor de scène vide. Il entra par le garage, ses bottes raclant le tapis. La cuisine brillait avec ses appareils usagés et son granit poli. Chaque chose à sa place, trop parfaite, trop mise en scène pour que sur le comptoir se trouve la tasse de café à moitié vide de Lorna. Jacques l'a touchée. Froid. Elle était partie il y a des heures. Son téléphone a sonné et il ne serait pas à la maison avant 8 heures. Séance de yoga prolongée. N'attendez pas pour le dîner. Liac regarde le message. Yoga prolongé. C'était la 3e fois cette semaine qu'il ouvrait le réfrigérateur, en sortait une bière et en ôtait le bouchon. La maison était calme, à l'exception du doux bourdonnement de la climatisation. Jacques monta les escaliers, passa devant les photos de mariage encadrées, Lorna en blanc, ses bras autour de sa taille, tous deux souriants. Son sourire était alors réel. Il en était sûr. Leur chambre était impeccable. Jacques s'arrêta sur le seuil. Quelque chose était différent. Il scruta la pièce et fit l'inventaire. Les oreillers étaient disposés avec une précision militaire. La couette était lisse et non froissée, trop parfaite, comme si quelqu'un l'avait faite à la hâte. Jacques ouvrit le placard. Les vêtements de Lorna étaient bien rangés, organisés par couleur. Il attrapa son sac de pressing, en sortit un chemisier et le porta à son nez. Un parfum qu'il ne connaissait pas. Pas celui qu'il lui avait acheté pour leur anniversaire. Le comptoir de la salle de bain était impeccable, mais la poubelle contenait un reçu d'un magasin de lingerie. Victoria's Secret daté d'il y a 3 jours. Jacques ne se souvenait pas de la dernière fois que Lorna avait porté de la lingerie pour lui. Il se dirigea vers sa table de nuit, hésita, puis ouvrit le tiroir. À l'intérieur un nouveau flacon de parfum, un roman d'amour avec une page déchirée et son ancien téléphone, celui qu'elle prétendait avoir cassé le mois dernier. Jacques l'a branché. Il a attendu. L'écran s'est animé. Protégé par mot de passe. Il a essayé son anniversaire. Échoué. Leur anniversaire a échoué. L'anniversaire de sa mère a échoué. Puis il a essayé la date à laquelle ils se sont rencontrés. Le téléphone déverrouillé. Jacques était assis sur le bord du lit, faisant défiler des messages qui n'étaient pas là. Supprimé. Mais pourquoi garder un vieux téléphone si vous avez tout supprimé? Il a vérifié son historique d'appels. Plusieurs appels au studio de yoga, mais le numéro ne correspondait pas au studio de yoga auquel elle était censée assister. Jacques posa le téléphone et regarda le mur. Il n'a pas crié, n'a rien lancé, n'a pas frappé le mur. Au lieu de cela, il sortit un petit carnet de sa poche arrière et nota le numéro. En bas, il entendit la porte du garage s'ouvrir. Il replaça rapidement le téléphone, ferma le tiroir et était assis dans le salon avec des papiers étalés lorsque Lorna entra. Elle était belle, grande et mince. Ses cheveux blonds tirés en queue de cheval, son pantalon de yoga épousant ses courbes. Elle sursauta en le voyant. « Oh, je ne pensais pas que tu serais encore à la maison. » Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « J'ai fini plus tôt aujourd'hui. » Jacques ne leva pas les yeux de ses papiers. Lorna posa son sac de sport. « Je vais me doucher. » Jacques hocha la tête, sans toujours lever les yeux. « Comment s'est passé le yoga ? » Bon. Intense.
Elle fit une pause. Nouvel instructeur, quel est son nom? Un battement de trop longtemps avant qu'elle ne réponde. David. Jacques fit une autre note mentale. Je ne t'ai jamais entendu parler de lui auparavant. Il est nouveau. Elle s'est dépêchée de monter à l'étage. Jacques entendit la douche s'allumer. Il se dirigea vers son sac de sport et l'ouvrit doucement. À l'intérieur, un tapis de yoga, une bouteille d'eau, une serviette, tous secs et usés, et en dessous, une paire de sous-vêtements en dentelle différents de ceux qu'elle portait ce matin-là. Cette nuit-là, Jacques resta éveillé à côté de sa femme endormie. Sa respiration était superficielle. Pacifique. À travers la fenêtre de la chambre, le clair de lune projetait des ombres sur son visage. Une fois, il aurait tendu la main pour lui toucher la joue. Maintenant, il se contentait de regarder, sentant la distance entre eux s'élargir à chaque seconde qui passait. Le téléphone de Lorna sonna sur sa table de nuit. Un texte. Elle n'a pas bougé. Jacques ne l'attrapa pas. Pas encore. Mais il savait ce qu'il devait faire. Que je le matin. Il est parti travailler plus tôt que d'habitude. Au lieu de se rendre sur le chantier, il s'est rendu dans un magasin d'électronique de la ville voisine. Il a fait un travail de sécurité pour un riche client il y a 2 ans. J'ai appris quelque chose, c'est pourquoi à midi. Il avait ce dont il avait besoin. De minuscules caméras, un intercepteur de signal, un logiciel pour cloner des applications de messagerie. Jacques n'était pas du genre à croire aux secondes chances. Il croyait aux preuves, aux faits, à la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Ce soir-là, alors que Lorna était à son club de lecture, il a installé les caméras, une dans la chambre, cachée dans un détecteur de fumée, une dans le salon, déguisée en cadre photo, une pointée vers la porte d'entrée. Il a cloné son téléphone alors qu'elle était sous la douche. Puis il a attendu. 3 jours plus tard. Jacques a garé son camion à 2 pâtés de maison de leur maison. Sur l'écran de son ordinateur portable, une diffusion en direct montrait leur chambre. Lorna entra, le téléphone collé à son oreille. Elle riait, un rire qu'il entendait rarement ces jours-ci. Non, il travaille tard. Je sais. Tu me manques aussi. Elle fit une pause, écoutant. Tu es mauvais, mais oui, je le veux. Non, Jacques n'en a aucune idée. Il ne remarque jamais rien. Les mains de Jacques se resserrèrent sur le volant jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches, mais son visage resta sans expression. Au cours des 2 semaines suivantes, les preuves se sont accumulées. Jacques ne la confronta pas, ne lui montra pas la main. Il a tout enregistré, suivi chaque rencontre, chaque mensonge, chaque trahison, puis il les a vus. Tous les 3, des jours différents, des heures différentes, mais la même trahison. Tout d'abord, le jeune entraîneur musclé tatoué avec un sourire arrogant, attrapa Lorna brutalement dès qu'elle ferma la porte d'entrée, l'appelant Lolo alors qu'il la poussait contre le mur, l'emmenant sur le canapé que Jacques avait acheté pour leur 10e anniversaire. Puis le voisin, Joseph René, a épousé 2 enfants, s'est glissé dans leur maison quand sa femme était au travail, a chuchoté Mamuse pendant qu'il la déshabillait dans leur lit, lui faisant des promesses sur un avenir ensemble. Et enfin, le pire, James Consinked, le cousin de Jacques, l'homme qui avait volé les idées commerciales de Jacques il y a 6 ans, puis l'avait laissé se noyer dans les dettes pendant que James lançait une start-up avec les projets de Jacques. Maintenant, il prenait autre chose qui appartenait à Jacques. Chaque homme pensait qu'il était spécial. Chacun croyait aux mensonges de Lorna. Jacques regardait tout cela sans un mot, sans un son. Juste le léger grattage de son stylo dans son cahier alors qu'il notait les dates, les heures et les détails. La nuit, il s'allongeait à côté de sa femme, écoutant sa respiration, se demandant quand exactement elle avait cessé de l'aimer, se demandant si elle avait déjà atteint le 17e jour de sa surveillance. Jacques a pris une décision. Il prit son téléphone et appela un numéro qu'il n'avait pas composé depuis des années. Mara, c'est Jacques. Pouvons-nous nous rencontrer? J'ai besoin de votre aide. Le bar était presque vide à 14 heures. Jacques était assis dans un coin, adossé au mur, face à la porte. Vieilles habitudes. Il a bu une bière à laquelle il n'avait pas vraiment touché. Mara Vallon poussa la porte, scrutant la pièce jusqu'à ce qu'elle le repère. Ses cheveux roux étaient plus courts que dans son souvenir, encadrant un visage devenu plus net avec l'âge. Mais ses yeux étaient les mêmes. Intense, intelligent, il ne manque de rien. Elle se glissa dans la cabine en face de lui. 11 ans, Jacques.
Voilà combien de temps ça fait. Je sais. Il croisa son regard. Merci, ta voix sonnait comme la mort au téléphone. Ce qui s'est passé? Jacques but une gorgée de sa bière. Lorraine me trompe. Mara n'avait pas l'air surprise. Avec qui? 3 hommes différents en même temps. À présent, les sourcils de Mara se haussèrent. Jésus Jacques. Mon cousin James. Notre voisin Joseph. Son entraîneur de gym. Mara laissa échapper un petit sifflement. Jacques? Le même cousin qui? Oui. Le même. La voix de Jacques était plate. Qu'est-ce que tu vas faire? Mara se pencha en avant. Jacques la regarda. Je l'ai vraiment regardé. Mara avait été son premier amour, sa meilleure amie. Ils avaient grandi ensemble dans le même quartier pauvre et s'étaient entraidés pour survivre. Ensuite, la vie les avait entraînés dans des directions différentes, mais il savait sans aucun doute qu'il pouvait lui faire confiance. Ce n'est pas seulement une trahison, dit-il doucement. C'est la guerre et j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Mara n'a pas hésité. J'y suis. Jacques lui a montré les images sur son téléphone. Les messages, les preuves qu'il avait rassemblées. Mara regardait en silence, son expression se durcissant à chaque nouvelle révélation. Votre cousin est un type particulier de salaud. Elle a finalement dit, quel est votre plan? J'ai besoin d'un meilleur suivi, d'un téléphone, d'un GPS, de schémas de mouvement. Vous travaillez toujours dans la sécurité technique? Mara hocha la tête. J'ai quitté ce poste en entreprise. Tabar la nuit maintenant, mais je fais toujours du travail de sécurité en freelance. Je peux vous aider à configurer un accès dérobé au GPS de son téléphone. Une meilleure surveillance. Quoi d'autre? Jacques regarda sa bière. Je n'ai pas encore décidé, mais ce ne sera pas joli. Mara tendit la main par-dessus la table et lui saisit le poignet. Jacques, jusqu'où comptes-tu aller? Il croisa son regard. 3 tombes, un fantôme. Elle soutint son regard pendant un long moment, puis acquiesça lentement. D'accord, mais nous faisons ça intelligemment. Aucune erreur. Aucune erreur. Il a accepté. Ils passèrent les 2 heures suivantes blottis devant leur téléphone et un ordinateur portable que Mara avait apporté. Elle lui montra comment accéder à l'historique de localisation de Lorna, comment intercepter ses messages sans laisser de traces, comment suivre ses déplacements en temps réel. L'entraîneur, Devon, publie tout sur Instagram, a déclaré Mara, en parcourant un flux rempli de selfies en salle de sport et de citations de motivation. Regardez ça. Ils se vantent d'un client privé qui paie un supplément pour une attention personnelle. La mâchoire de Jacques se serra. Il a 29 ans, soit presque 10 ans de moins qu'elle. Le voisin Joseph, il a des problèmes financiers. Mara continua en consultant les archives publiques. 2e hypothèque sur sa maison, dette de carte de crédit. La femme n'en a probablement aucune idée. Et James Jacques a demandé. Mara a consulté le site web de l'entreprise de son cousin. La start-up échoue. Il a licencié du personnel, mais il vient d'acheter une nouvelle BMW. Avec quel argent? Bonne question. Mara tapa rapidement. Votre femme fait des retraits. 2000 ici, 3000 là. Au cours des 6 derniers mois. Jésus, Jacques. 18 000 $. Jacques n'a pas réagi. Je viens de prendre une autre note dans son livre. Et leurs horaires? Il a demandé. Mara sortit un calendrier. Sur la base de ses habitudes et de ses réseaux sociaux, Devon la rencontre les lundis et mercredis au gymnase. Ensuite, ils vont chez lui. Joseph se faufile lorsque sa femme organise son club de lecture le mardi soir. Et Jacques. Jacques. Il la rencontre dans les hôtels. Des différents à chaque fois, plus prudents que les autres. Jacques hocha la tête. Bien sûr, il l'est. Ils restèrent silencieux un moment. Ils pensent tous qu'ils sont les seuls, demanda Mara. Oui. Lorna est prudente. Les maintient séparés. Différentes histoires pour différents hommes. Mara ferme son ordinateur portable. Et maintenant, Jacques? Il finit sa bière en une longue gorgée. Maintenant, je commence par l'entraîneur. Jacques a garé son camion à un pâté de maison de l'immeuble de Devon. Le gymnase où travaillait Devon venait juste de fermer.
À travers les grandes fenêtres de la façade, Jacques pouvait le voir enfermé, flirtant avec une jeune femme alors qu'elle partait au téléphone de Jacques. C'était Maradotte. Il a publié son programme d'entraînement pour demain. 6 heures à Redmond Park, puis directement au gymnase. Tu es sûr de ça? Jacques a répondu oui. Continuez à surveiller les mouvements de Lorna. Faites-moi savoir si quelque chose change, qu'il a démarré son camion et est rentré chez lui là où Lorna dormait déjà ou faisait semblant de l'être. Jacques restait éveillé à côté d'elle, planifiant le matin, il était parti avant l'aube. Redmond Park était calme, les pistes de course vides à l'exception de quelques joggeurs matinaux. Jacques portait des vêtements de course. Une casquette de baseball baissée sur ses yeux. Il s'étira près de l'entrée. En attendant. À 5h58, la Mustang noire de Devon s'est garée sur le parking. Il est sorti vêtu d'un short de compression et d'un débardeur qui mettait en valeur ses bras tatoués. Jacques le regarda commencer sa course, chronométrant son propre jogging pour croiser le chemin de Devon près de la section boisée du sentier. Alors que Devon approchait, Jacques trébucha légèrement, laissant tomber sa bouteille d'eau directement sur le chemin de l'entraîneur. « Désolé, mec », dit Jacques en se penchant pour le récupérer juste au moment où Devon devait s'arrêter net. « Pas de problème », dit Devon, jetant à peine un coup d'œil à Jacques. « Et, tu ne travailles pas chez Peak Fitness ?» demanda Jacques en se redressant maintenant. Devon le regarda correctement. Un sourire professionnel qui se met en place. « Bien sûr. Vous êtes membre ? » Pas encore. En y repensant, Jacques lui tendit la main. « Je m'appelle Tom. » Devon le secoua. Devon Cross, entraîneur personnel. En fait, cela pourrait être le moment idéal. Jacques a déclaré, « Je suis propriétaire de Alter Construction. Nous soumissionnons pour la rénovation d'un nouvel espace de gym sur Westfield Road. » Le propriétaire a mentionné qu'il avait besoin d'un consultant pour l'aménagement de l'équipement. Les yeux de Devon s'illuminèrent d'intérêt. « Ouais, ça ressemble à quelque chose pour lequel je pourrais aider. Un travail parallèle vous intéresse ? » « Paie bien. »« Certainement, mec. » Jacques sortit son téléphone. « Super. Je peux vous envoyer les détails par SMS. Nous nous retrouvons sur le site demain. Juste une visite rapide. » Le propriétaire souhaite obtenir l'avis d'un professionnel du fitness. Devon tapa son numéro sur le téléphone de Jacques. « Quelle heure ? » 19 heures après votre dernier client. Devon hésita. « Comment connaissez-vous mon emploi du temps ? » Jacques sourit. « Votre Instagram. Vous publiez vos disponibilités chaque semaine. » D'accord. Devon parut soulagé. « Demain à 7 heures. Envoie-moi l'adresse. » Nous le ferons. Et bon, cela pourrait nécessiter davantage de travail si le propriétaire apprécie votre contribution. Il prévoit d'ouvrir 3 autres sites. Devon sourit. « Mon cher, j'apprécie ça. » Jacques hocha la tête et partit en courant, son visage se durcissant dès qu'il se retourna. Ce soir-là, il s'est préparé. Il s'est rendu en voiture au chantier de construction abandonné sur lequel son entreprise avait commencé à travailler l'année dernière avant que le promoteur ne fasse faillite. La structure semi-finie était isolée, entourée de terrains vagues. Parfait, il a envoyé l'adresse par SMS à Devon, puis a installé ce dont il avait besoin dans le sous-sol exposé. Une bâche en plastique, un sac polochon contenant de la corde, du ruban adhésif et une trousse de premiers soins, une batte de baseball en aluminium. Jacques n'avait pas peur. Il avait grandi en se battant d'abord pour se protéger de son père alcoolique, puis pour protéger sa mère, puis pour survivre dans un quartier où la faiblesse signifiait la mort. Il avait appris très tôt à être un prédateur ou une proie. Il était assis dans son camion et surveillait l'entrée. À 18h58, la Mustang de Devon s'est arrêtée. Jacques sortit à sa rencontre. « Tom, cet endroit a l'air mort », dit Devon en regardant le site abandonné. « Le développeur a fait faillite », expliqua Jacques, le guidant vers la structure. De nouveaux investisseurs cherchent à le convertir en salle de sport plutôt qu'en condo. C'est pourquoi nous avons besoin de votre contribution. Vérifiez si l'espace fonctionne avant de nous engager. Ils entrèrent dans le bâtiment de mi-arrivée. Poutres apparentes, fils pendants, béton, poussière. « Où est le propriétaire ? » demanda Devon soudainement méfiant. « Trafic en retard. » Jacques fit un geste vers les escaliers. « Laissez-moi vous montrer le sous-sol. »
C'est là que se trouverait la salle d'attente. Devon le suivit dans les escaliers. En bas, Jacques alluma une lampe de travail, éclairant l'espace vide. La bâche était cachée derrière une pile de cloisons sèches. Alors, à quel genre de salle de sport pense-t-il? Style CrossFit ou plus traditionnel? Demanda Devon en regardant autour de lui. À vous de me dire. C'est vous l'expert. La voix de Jacques avait changé, s'était durcie. Devon se tourna, soudain attentif au changement. D'après vous, où était le propriétaire? Il ne vient pas. Jacques se déplaça entre Devon et les escaliers. Tu sais qui je suis? Devon recula d'un pas. Tom, moi Jacques. L'école Jacques. Devon se figea. La reconnaissance se dessina sur son visage. Le mari de Lorna. Oui. L'arrogance de Devon revint rapidement, un sourire narquois se formant. Écoute, mec. Ces choses arrivent. Pas besoin de dramatiser. Elle est venue vers moi, n'est-ce pas? La voix de Jacques était calme. Trop calme. Ouais, mec. Ces femmes au foyer ennuyeuses veulent toutes goûter à quelque chose d'excitant. Devon écarta les mains. Sans vouloir manquer de respect, votre femme l'a pratiquement supplié dès le premier jour. Jacques hocha lentement la tête. Dites-moi plus, enhardi par le sang-froid apparent de Jacques, continua Devon. Le premier jour, elle est entrée au gymnase. Elle me surveillait. Deuxième séance, elle m'a embauché pour un entraînement privé. Troisième séance, elle m'envoyait des photos. Devon Harry. Je suppose qu'elle n'avait pas ce dont elle avait besoin à la maison, mec. Jacques n'a pas bougé. Et tu pensais que c'était une invitation? Elle a été assez claire sur ce qu'elle voulait. Écoute, ce n'est pas forcément grave. Je vais reculer si c'est ce que tu veux. Montre-moi, a dit Jacques. Quoi? Montre-moi ce qui était si spécial. Elle a dû trahir 11 ans de mariage. Devon a hésité, puis a sorti son téléphone avec un sourire arrogant. Ton appel, mec, pourrait blesser tes sentiments, cependant. Il a fait défiler son téléphone, puis l'a tendu. Sur l'écran, Lorna nue dans leur chambre. Il a glissé vers une vidéo et a frappé. Jouer. La voix de Lorna remplit le sous-sol. Quelque chose en Jacques se brisa. Le premier coup frappa Devon au ventre, le faisant plier. Le second, un uppercut relié à sa mâchoire, l'envoyant s'étaler sur le sol en béton. Son téléphone s'est envolé. L'homme. Devon halta, luttant pour se relever. Jacques récupéra le téléphone et le mit dans sa poche. Et, rends ça. Devon se précipita en avant. Jacques esquiva et enfonça son poing dans le rein de Devon. Le jeune homme grogna de douleur mais se retourna, attrapant Jacques à l'épaule. Ils se tournèrent l'un autour de l'autre. Devon avait de la jeunesse et du muscle. Jacques avait de la rage et de l'expérience. Devon a lancé un crochet que Jacques a bloqué, contrant avec un coup au nez de Devon. Du sang jaillit, tu es mort. Cria Devon en chargeant en avant. Jacques esquiva le coup sauvage et frappa Devon avec son coude dans la gorge. L'entraîneur recula en titubant, s'étouffant. Avant de pouvoir récupérer, Jacques récupéra la batte en aluminium derrière la pile de cloisons sèches. Tu devrais me remercier. Devon avait une respiration sifflante, crachant du sang. Elle sourit enfin avec moi. La batte a touché le genou de Devon. Un craquement nauséabond résonna dans le sous-sol vide. Devon cria en s'effondrant. Jacques ne s'est pas arrêté. La chauve-souris montait et descendait. Côte fêlée. Du sang éclaboussa le béton. Les cris de Devon se sont transformés en gémissements. Puis silence. Quand ce fut fini, Jacques se tenait au-dessus de la forme inconsciente de Devon. L'entraîneur était vivant, mais grièvement blessé. Jacques vérifia son pouls. Point fixe. Il traîna Devon sur la bâche, l'enroulant autour de lui. Puis il sortit son téléphone et montra le visage de Devon sur l'écran. Vous reconnaissez cela? Demanda Jacques alors que les yeux gonflés de Devon s'ouvrirent. Un brouillon de mail était flou et douloureux à l'écran. S'y joint les vidéos et les photos du téléphone de Devon. La mère du bénéficiaire Devon et son patron, ainsi que le siège social de Peak Fitness et un journal local. Non, marmonna Devon entre ses dents cassées. Ne le fais pas. Voici ce qui se passe, dit calmement Jacques. Tu disparais. Tu quittes la ville ce soir.
Tu ne contactes plus jamais Lorna. Tu supprimes chaque photo, chaque vidéo, chaque texte. Si je vois ton visage à Redmond après le lever du soleil, j'envoie ça et je termine ce que j'ai commencé ici. Des larmes mêlées de sang sur le visage de Devon. S'il te plaît. Ma carrière. Vous auriez dû y penser avant vous, une femme mariée, et montrer la vidéo à son mari. Jacques se leva. Vos clés de voiture sont dans votre poche. Vous avez jusqu'au matin. Jacques monta les escaliers sans se retourner. Derrière lui, il entendait Devon sangloter. Dehors, il appela Mara. C'est fait, dit-il. En bas. À quel point? Elle a demandé. Il vivra. Mais il ne formera personne pendant un moment. Lorna vient de lui envoyer un texto. Il ne répond pas. Il ne le fera pas. Où est-elle maintenant? Maison. Dans votre attente. Jacques regarda ses foutues jointures. Je vais nettoyer. Soyez là dans 1 heure. Quand il est arrivé à la maison, Lorna était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle se tourna avec un sourire qui s'effaça lorsqu'elle vit le bleu se former sur sa joue. Ce qui s'est passé? Accident sur le site, dit Jacques en se lavant les mains près de l'évier. J'ai glissé sur des débris. Tu devrais être plus prudent. Elle se tourna vers le poêle. Jacques la regardait. Cette femme qu'il avait autrefois aimée. Cet inconnu dans sa maison. Il s'est passé quelque chose d'intéressant aujourd'hui, demanda-t-il avec désinvolture. Lorna haussa les épaules. Juste du yoga habituel. Un peu de shopping. Comment va le nouvel instructeur? David, n'est-ce pas? Une légère hésitation. Très bien, il va bien. Jacques hocha la tête, une sensation de froid s'installant dans sa poitrine. Le dîner sent bon. Il sera prêt dans 10 minutes. Jacques monta prendre une douche pour laver le sang de Devon. Dans la salle de bain, il vérifia son téléphone. Un texte de Mara. Lorna essaie d'appeler Devon depuis 1 heure. Aucune réponse. Elle commence à s'inquiéter. Jacques sourit pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain matin, Jacques a regardé depuis son camion la Mustang de Devon, remplie d'affaires rassemblées à la hâte, quitter la ville à toute vitesse avant l'aube. 1 à terre, 2 à jouer. Le matin après que Devon ait fui la ville, Jacques s'est assis en face de Mara dans un petit café à 30 mètres de Redmond. Il parlait à voix basse, la tête penchée sur des tasses de café. Lorne panique, a déclaré Mara en parcourant les messages interceptés sur sa tablette. Elle a envoyé 27 textos à Devon depuis hier soir. Je l'ai appelé 15 fois. Et les autres? Demanda Jacques. Le voisin Joseph n'en a aucune idée. Il lui envoie toujours ses SMS habituels de bonjour Muse. Les lèvres de Mara se retroussèrent de dégoût. Votre cousin est plus prudent. Message codé. Des horaires de rendez-vous déguisés en rendez-vous d'affaires. Jacques hocha la tête. Joseph ensuite. Alors qu'as-tu trouvé? Mara lui tendit un dossier. Relevé bancaire. Demande de prêt. Échange de texte. Il prend de l'argent à Lorna, prétendant l'investir dans une opportunité de démarrage. Elle lui a donné 18 000 $ au cours des 4 derniers mois. Pourquoi? Une fausse opportunité d'investissement. Il lui a dit qu'il avait des liens avec une start-up technologique exclusive qui était sur le point d'être introduite en bourse. Les premiers investisseurs ne garantissaient que des rendements. Les yeux de Mara se durcirent. C'est un mensonge. Il utilise cet argent pour couvrir ses dettes de jeu. Jacques feuilleta les documents. Sa femme, non? Non, elle pense qu'ils vont bien. Ils gèrent toutes leurs finances. Jacques resta silencieux pendant un moment. Il a des enfants, 2 filles de 12 et 14 ans. Jacques a fermé un dossier. Je ne veux pas qu'ils soient blessés. Ils le sont déjà. Mara a dit que leur père était un menteur et un tricheur qui leur volait leur avenir pour financer sa dépendance au jeu. Comment on joue à ça? Mara se pencha en avant. J'ai créé une fausse société d'investissement, Glenwood Partners. J'ai créé un site internet, des emails, les travaux. Je vais l'approcher en tant que chercheur en investissement. Dites-lui que j'ai entendu parler de son intérêt pour les startups technologiques. Offrez-lui une opportunité. Quel genre d'opportunité? Une chance d'acheter une transaction immobilière. Faible risque, rendement élevé, mais il doit apporter de l'argent liquide.
40 000. Il n'en a pas 40 000. Mara sourit. Exactement. Mais il va essayer de l'obtenir. Il est désespéré. 3 jours plus tard, Joseph René entra dans un moulin abandonné à la périphérie de la ville avec une mallette. Le bâtiment était sombre, poussiéreux, rempli de machines rouillées. La lumière du soleil pénétrait à travers les fenêtres brisées, illuminant les poussières dansantes. « Bonjour » cria Joseph, sa voix résonnant. « Mademoiselle Garcia de Glenwood Partners. » Pas de réponse. Joseph s'enfonça plus profondément dans le bâtiment, la mallette fermement serrée dans sa main. C'était un homme petit, mince, aux cheveux clairsemés et aux yeux nerveux. Il portait un costume bon marché qui était autrefois joli mais qui montrait désormais où se trouvaient les poignets et le col. « Bonjour. Quelqu'un ici ? » De l'ombre. Jacques regardait. Joseph était son voisin depuis 5 ans. J'avais emprunté la tondeuse à gazon de Jacques. J'avais assisté à des barbecues dans le jardin de Jacques. Il avait serré la main de Jacques tout en le regardant dans les yeux. Et pendant tout ce temps, il avait couché avec la femme de Jacques. Prenant son argent, lui promettant un avenir, Joseph atteignit le centre du rez-de-chaussée du moulin, éclairé par un rayon de soleil venant d'en haut. Il posa sa mallette et vérifia sa montre. Fronçait les sourcils. « Monsieur René, dit Jacques en sortant de l'ombre. Joseph se retourna. « Jacques, qu'est-ce que tu fais ici ? » Je t'attends. Les yeux de Joseph se tournèrent vers la sortie. « Je rencontre quelqu'un. Un associé. » Non, ce n'est pas le cas. Jacques se rapprocha. Il n'y a pas de Madame Garcia, ni d'associé à Glenwood. Joseph se lécha les lèvres. Je ne comprends pas. Je pense que oui. Jacques désigna la mallette. Combien avez-vous réussi à rassembler ? Pas 40 000, je suppose. La prise de conscience apparut sur le visage de Joseph. C'est une sorte de configuration. Quoi ? Ouvre la mallette, Joseph. Jacques, peu importe ce que tu penses, il se passe. Ouvrez-le. Les mains tremblantes, Joseph déverrouilla la mallette et l'ouvrit. À l'intérieur, des piles de billets. Pas 40 000, peut-être 15. Où l'avez-vous obtenu ? Demanda Jacques. Joseph déglutit. C'est le mien. Non, c'est le fonds universitaire de votre fille. N'est-ce pas ? Jacques sortit son téléphone. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Il a joué un enregistrement. La voix de Lorna était claire. Je t'ai tout donné, Joe. 18 000 $ mes économies et vous continuez à promettre que cet investissement est sur le point de porter ses fruits quand la voix de Joseph en réponse bientôt m'amuse juste un peu plus de temps et un peu plus d'argent cette opportunité n'attendra pas Jacques à arrêter l'enregistrement que vous avez volé à ma femme en l'utilisant pour financer votre dépendance au jeu, ce n'est pas comme si Joseph a protesté, je l'aime, nous planifions un avenir ensemble pendant que vous êtes encore mariés alors qu'elle est encore mariée, cet avenir inclut vos filles. Le visage de Joseph se tordit de colère comme si tu étais si parfait. Elle m'a tout dit. Comment tu l'ignores ? Comment tu n'es jamais là ? Elle a besoin de quelqu'un qui l'apprécie. Donc vous appréciez son argent. Toi, Jacques. Joseph se jeta brusquement en avant, se balançant sauvagement. Jacques l'évita facilement, saisissant le bras de Joseph et le tordant derrière son dos. Joseph haleta de douleur lorsque Jacques le poussa face première contre la colonne de support. Voici ce qui va se passer. Dit Jacques, la bouche proche de Joseph serre. Vous allez rapporter cet argent à la banque. Remettez-le dans les comptes de votre fille. Ensuite, vous allez avouer à votre femme vos dettes de jeu. Elle va me quitter. Joseph gémit. Oui, elle le fera. Et tu quitteras la ville. Mon travail. Vous en trouverez un autre ailleurs. Et tu ne contacteras plus jamais Lorna. Jacques le relâcha. Joseph s'éloigna en trébuchant en se frottant le bras. Pourquoi devrais-je faire tout ça ? Demanda-t-il, un soupçon de défi revenant. Vous ne pouvez rien prouver. En réponse, Jacques a joué un autre enregistrement. La voix de Joseph. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne, Lorna. Pas même ma femme. Quand nous sommes ensemble dans ton lit pendant que Jacques est au travail, c'est comme si tout le reste disparaissait. J'en ai des heures, dit Jacques. Texte, photos, preuves de fraude financière, virement électronique.
Je me demande ce que penserait votre patron à la banque. Ou la police. Le visage de Joseph s'est effondré. S'il te plaît, Jacques. Mes filles auraient dû y penser avant toi, ma femme dans mon lit. La voix de Jacques était glaciale. Vous disposez de 48 heures. Après cela, ces enregistrements vont à votre femme. Votre patron. La police. Joseph ramassa la mallette en serrant la main. Et Lorna? Vas-tu lui dire? Ce n'est plus votre problème. Jacques montra la sortie. 48 heures, Joseph. Ensuite, je brûle ta vie. Joseph recula, puis se retourna et courut, trébuchant sur les débris dans sa hâte de s'échapper. Jacques le regarda partir, puis appela Marat. 2 plus tard, Jacques était assis dans son camion devant la maison de Joseph le lendemain soir. Par la fenêtre du salon, il pouvait voir Joseph et sa femme engagés dans une conversation intense. La femme se contenta de articuler sauvagement, les larmes coulant sur son visage. Joseph baissa la tête. Point. Le téléphone de Jacques est en panne. Un texte de Marat. Lorna commence à avoir des soupçons. Elle ne peut pas atteindre Devon. Joseph ne répond pas à ses appels. Elle a appelé James 3 fois aujourd'hui. Jacques a répondu. Continuez à surveiller. Je m'occupe ensuite de James alors qu'il s'éloigne de la maison de Joseph. Jacques a repéré les 2 filles de l'homme qui rentrait chez elle après une activité scolaire. Sac à dos en bandoulière. Ils avaient l'air heureux, innocents. Jacques ressentit un pincement au cœur, quelque chose qu'il ne regrettait pas exactement. Mais conscient que ses actions se répercutaient au-delà de ses cibles, il a mis ce sentiment de côté. Il n'avait pas créé cette situation, n'avait pas obligé Joseph à trahir sa famille, ne l'avait pas forcé à voler le futur point de sa fille. 2 jours plus tard, Jacques observait de loin Joseph charger ses valises dans sa voiture. Sa femme se tenait sur le pas de la porte, les bras croisés, le visage dur. Les filles se pressaient les unes à côté des autres, confuses et en larmes. Joseph est parti seul. Sa famille est restée sur place, endommagée, mais intacte. Joseph avait avoué, avait rendu l'argent, avait accepté de partir. Que ce soit par peur de Jacques ou par de véritables remords n'avait pas d'importance. Le résultat était le même. Plus tard dans la journée, Lorna arpentait la cuisine. Le téléphone lui pressa l'oreille. Jacques faisait semblant de lire le journal à table, en la regardant. « Joe, s'il te plaît, rappelle-moi. Je m'inquiète pour toi, pour tout. » « S'il vous plaît », elle raccrocha en se mordant la lèvre. « Problème ?» demanda doucement Jacques. Lorna sursauta. « Non, juste un ami qui traverse une période difficile. »« Quelqu'un que je connais ?» Ses yeux se détournèrent des siens. « Non, quelqu'un du yoga. » Jacques hocha la tête et retourna à son journal. Dommage que les renards se séparent. J'ai entendu dire que Joseph avait quitté la ville hier. Lorna se figea. Ce qui s'est passé? Des dettes de jeu apparemment. Il a volé les fonds universitaires de son enfant. Sa femme l'a mis à la porte. C'est terrible. La voix de Lorna trembla légèrement. MM. Je ne l'aurais jamais deviné. Il avait l'air d'être un gars vraiment bien. Jacques tourna une page. Ça montre juste qu'on ne connaît jamais vraiment quelqu'un. Lorna marmonna quelque chose à propos d'un mal de tête et se précipita à l'étage. Jacques entendit la porte de la chambre se fermer. À travers les caméras, il la regarda appeler frénétiquement James, point 2 en bas, un à faire. James concédait que c'était un problème. Contrairement à Devon et Joseph, James était intelligent, prudent, et il savait que Jacques savait comment il pensait, comment il opérait. Ils avaient grandi ensemble et étaient amis autrefois. Avant que James ne le trahisse il y a 6 ans, Jacques avait développé une technique de construction qui réduirait considérablement les coûts de construction de maisons modulaires. Il avait partagé l'idée avec James, son cousin, cherchant des investissements pour la breveter. Au lieu de cela, James avait volé le concept, déposé le brevet lui-même et lancé une start-up qui avait initialement prospéré grâce à l'innovation de Jacques. L'entreprise était peut-être en train d'échouer maintenant, mais la trahison brûlait encore. Et maintenant, James couchait avec la femme de Jacques. Il sera plus difficile à piéger, a déclaré Marat alors qu'ils étaient assis dans son appartement entouré de moniteurs. Il est déjà suspect. Regardez ces textes entre lui et Lorna. Sur l'écran, Jacques a lu, James, Devon est parti.
Joseph aussi. Cela semble pratique. Lorna, tu penses que Jacques le sait? James, peut-être. Fais attention. Ne m'appelle pas de chez moi. Lorna, il ne se doute de rien. Il n'en a aucune idée. James, c'est aussi ce que tu as dit à propos de moi il y a 6 ans. Regarde comment ça s'est passé pour lui. Dot. La mâchoire de Jacques s'est serrée. Il est la rencontre avec le Crown Hotel Night, a déclaré Mara. Avez-vous un rendez-vous? Il me verra. Dites-lui que son cousin est là. Les yeux de la réceptionniste s'écarquillèrent légèrement. Elle décrocha le téléphone, murmura dessus, puis hocha la tête. Monsieur Consinquette vous verra maintenant. End of the hall, corner office. James attendait, debout derrière son bureau quand Jacques est entré. Il n'avait pas beaucoup changé depuis 6 ans, toujours beau, toujours en forme, toujours habillé. Mais il y avait de nouvelles lignes autour de ses yeux. La tension dans ses épaules. Jacques. Son sourire n'a pas atteint ses yeux. Un seul temps, à ce que je devais, je suis debout. Les murs en verre semblent calmes pour une entreprise en plein essor. Le sourire de James se resserra. Vous ne devriez pas croire tout ce que vous entendez, cousin. Nouveau BMW, cependant. Je dois faire quelque chose de bien. James se pencha en arrière sur sa chaise. Coupez le cric. Pourquoi es-tu ici? Je sais que vous êtes Lorna. Les mots pendaient dans l'air entre eux. James n'a pas tressailli, n'a pas cligné des yeux, a juste pris une autre gorgée de scotch. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai des images, des SMS, des reçus de l'hôtel. Maintenant, le sang-froid de James s'est légèrement glissé. Jacques a sorti son téléphone, a joué un enregistrement. La voix de Lorna, essoufflée. James, Dieu, je ne me suis jamais senti comme ça. Jamais. Tu me fais me sentir vivant. La voix de James en réponse. Laissez-le. Soyez avec moi. Je peux vous donner tout ce qu'il ne peut pas. Jacques a arrêté l'enregistrement. Vous voulez en savoir plus? J'ai des heures. James posa soigneusement son verre. Et maintenant? Tu viens le frotter sur mon visage. Me menace. Soyez-moi. Il renifla. Où est-ce que ce chantage? Tu veux de l'argent? Je veux que vous y terminez. James a ri. Pourquoi ferais-je ça? Parce que si vous ne le faites pas, je vous détruirai avec quoi? Quelques enregistrements? Vous pensez que je me soucie si les gens savent que je dors avec votre femme? James se leva, tournant le bureau pour faire face à Jacques directement. Elle est venue vers moi, Jacques, m'a pratiquement supplié. Dis que tu ne pouvais plus la satisfaire. Jacques n'a pas bougé, n'a pas réagi. Enhardi, James a poursuivi, tu sais ce qui est vraiment drôle. Quand nous sommes au lit, elle m'appelle parfois par ton nom. Dis, je suis tout ce que tu étais avant de devenir ennuyeux. Avant d'arrêter d'essayer, tu as fini? La voix de Jacques était silencieuse. Pas même proche. Elle emménage avec moi le mois prochain. Nous le planifions depuis des semaines. Elle va vous emmener pour tout, Jacques. La maison, l'entreprise, tout. James sourit froid et triomphant. Je suppose que j'ai toujours pris ce que vous ne pouviez pas tenir. Jacques a finalement bougé mais pas pour attaquer. Il se tourna simplement vers la porte. C'est ça. James l'a appelé. Pas de combat, pas de menace. S'éloignant juste. Jacques s'arrêta, la main sur le bouton de la porte. Tu devrais faire attention, James. De mauvaises choses arrivent aux gens qui prennent ce qui n'est pas le leur. Est-ce une menace? Juste une observation. Jacques est parti sans regarder en arrière. Cette nuit-là, Jacques est resté éveillé à côté de Lorna, l'écouter la respiration sur la table de nuit. Son téléphone s'est éclairé avec un SMS. Quand elle n'a pas remué, Jacques l'a ramassé. Le texte venait de James. Votre mari me rend visite aujourd'hui. Pense qu'il nous connaît. Soyez prêts à remonter les choses. Je t'appellerai demain. 6 juin était un clip vidéo. Jacques a pressé le jeu Lorna et James dans le lit de Jacques. La photo de mariage visible sur la table de nuit. Point. La voix de James se moque. Merci pour l'hospitalité, cousin. Jacques a supprimé le message, a remplacé le téléphone et a regardé le plafond.
Dans l'obscurité, un plan a pris forme dans son esprit. Pas seulement la vengeance maintenant, quelque chose de plus permanent. Le matin, Jacques a appelé Mara. « J'ai besoin de votre aide avec une dernière chose, a-t-il dit. Le cousin, quel est le plan? Demanda Mara. J'ai besoin d'emprunter votre cabine. Celui dans les bois. Jacques, à quoi pensez-vous? Mieux si vous ne connaissez pas les détails. Un long silence. Ensuite, les clés sous le troisième pod à fleurs sur le porche. Il n'y a pas de système de sécurité, pas de caméra, pas de voisins sur 2 miles. Merci, Jacques. Mara hésita. Sois prudent. Je suis toujours. 3 jours plus tard, James a reçu un SMS du téléphone de Lorna. Besoin de vous voir ce soir. Important. Pas à l'hôtel. Quelque part privé. J'ai quelque chose à te montrer. James a répondu. Où? Téléphone de Lorna. J'enverrai des directions. Venez seul. 22h cette nuit-là, Jacques a attendu à la cabine de Mara. La structure isolée était assise profondément dans les bois, accessible uniquement par un chemin de terre sinueux. À l'intérieur, Jacques avait tout préparé. Une chaise au centre du salon. Cordes, ruban adhésif et un fusil de chasse calé contre le mur. À 20h59, Jacques a entendu une voiture s'approcher. Il regarda son téléphone. Le flux en direct a montré que la BMW de James tirant sur le lecteur de la saleté, les phares coupant dans l'obscurité. James est sorti, a regardé autour de lui nerveusement, puis s'est approché de la cabine. A frappé à la porte. C'est ouvert. Jacques a appelé. James est entré, puis a gelé quand il a vu Jacques. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est Lorna? Elle ne vient pas. Jacques a fait un geste sur la chaise. Asseyez-vous, James. Toi. James se tourna pour partir. Le pistolet était entre la main de Jacques avant que James n'atteigne la porte. J'ai dit, asseyez-vous. James leva lentement les mains. Jacques, pense à ce que tu fais. J'ai depuis des semaines maintenant. Jacques fit signe avec le pistolet. S'asseoir. James était assis, les yeux ne quittent jamais le fusil. Cet enlèvement. Assaut avec une arme mortelle. Vous irez en prison, peut-être. Jacques a tourné derrière lui, les mains derrière la chaise. Lorsque James hésita, Jacques a pressé le canon du fusil contre l'arrière de sa tête. James a respecté. Jacques a lié son poignet avec des cravates zippées, puis a reculé pour lui faire face. Qu'est-ce que tu veux, Jacques? L'argent? Je n'en ai pas. La société échoue. Je sais. Jacques posa le fusil juste hors de portée de James. Mais vous avez toujours trouvé de l'argent pour une nouvelle BMW et des chambres d'hôtel et des bijoux pour ma femme. C'est de cela qu'il s'agit, Lorna? James rit, bien que ses yeux aient montré de la peur. Pour l'amour de Dieu, Jacques. C'est juste une femme. Jacques n'a pas répondu. Il a sorti un petit flacon et une seringue. Qu'est-ce que c'est? Demanda James, une vraie panique bordant sa voix. La kétamine a volé une clinique vétérinaire. Jacques a rempli la seringue. Ne t'inquiète pas. Pas mortel à cette dose. Je vais juste te faire dormir un moment. Jacques, arrête. James a lutté contre ses contraintes. Nous sommes une famille. Pensez à ce que vous faites. Nous étions de la famille jusqu'à ce que vous volez mon espace, mon idée, mon avenir. Jacques s'est approché avec la seringue. Maintenant, tu volais ma femme. Tu vas me tuer parce que ta femme m'aimait plus. James a ri. Un son brutal teinté de désespoir. C'est pathétique, Jacques. Même pour vous. Je ne vais pas te tuer à cause de Lorna, a dit Jacques, plongeant l'aiguille dans le cou de James. Je vais te tuer parce que tu es un voleur et je ne donne pas la deuxième chance. Les luttes de James se sont affaiblies lorsque le médicament est entré en vigueur. Ses yeux devenaient flous, sa tête se précipitant. Quand j'ai fini, dit Jacques, se penchant près de l'oreille de son cousin. Tout le monde pensera que Lorna vous a tué. La dernière chose que James a vue avant l'inconscience le prétend était le visage de Jacques froid, méthodique, déterminé. Jacques a travaillé toute la nuit. Méticuleux, prudent, ne laissant rien au hasard. Tout d'abord, le téléphone du brûleur, celui qu'il avait utilisé pour envoyer un SMS à James du numéro de Lorna.
Il l'a placé dans la poche de James, s'assurant que les empreintes digitales de Lorna étaient dessus. Elle l'avait géré il y a des semaines lorsque Jacques l'avait trouvé et lui avait demandé si c'était le sien. Elle l'avait ramassé, examiné, remise. Impression parfaite. Ensuite, le pistolet, un 38 revolver Jacques, avait acheté il y a des années, légalement inscrit en son nom. Lorna l'avait tiré une fois dans un champ de tir à leur 5e anniversaire. Ses tirages étaient sur la poignée, le baril, le déclencheur. Jacques portait la forme inconsciente de James dans les bois, le soutenant contre un arbre. Il a utilisé le propre téléphone de James pour envoyer un SMS à Lorna. C'est fini. Jacques sait tout. Si jamais vous montrez à nouveau cette vidéo, vous êtes mort. Prévu pour livrer en 20 minutes. Puis un autre texte du téléphone régulier de Lorna à James. Où es-tu? Nous devons parler de Jacques. Prévu pendant 5 minutes après le premier texte. Jacques a vérifié sa montre. Presque down. James commençait à remuer. La kétamine s'éteint. Il est temps de terminer cela qu'il se positionna devant son cousin, attendit que les yeux de James s'ouvrirent. Bienvenue à nouveau, a déclaré Jacques. James cligna des yeux, désorienté. Jacques, s'il vous plaît ne fais pas ça. C'est déjà fait. Jacques lui a montré le téléphone du brûleur. Cela se trouvera avec votre corps. Le texte montre que Lorna vous a menacé. Le pistolet a un prince. Sa voiture est garée à un demi-mile de distance. Je l'ai conduit ici hier soir alors qu'elle dormait. Personne ne croira qu'elle m'a tué. James se précipitait, combattant toujours les effets de la drogue. Ils le feront lorsqu'ils trouveront les transferts d'argent, les reçus de l'hôtel, la police d'assurance vie qu'elle vous a apporté il y a 3 mois. Quelle politique? Il n'y a pas de politique. Jacques sourit finement. Il y a maintenant. Incroyable ce que vous pouvez faire avec le bon logiciel et l'accès aux informations personnelles de quelqu'un. James se précipita soudainement en avant, mais ses mouvements étaient lents. Jacques s'écrase facilement, regardant James étendre le visage en premier dans la saleté. Quoi? James halta, se poussant vers le haut. Pourquoi la caresser? Pourquoi ne pas me tuer et en finir avec? Parce que vous m'avez tous les deux trahis. Vous devez tous les deux payer. James a commencé à dire autre chose, mais Jacques en avait assez entendu. Il a levé un revolver et a tiré une fois proprement à travers le front. Le son résonna à travers les bois, envoyant des oiseaux se dispersant des arbres voisins. Jacques a travaillé rapidement. Il a placé le pistolet dans la main de James, arrangé pour ressembler à un suicide, puis a changé d'avis. Trop compliqué. Mieux vaut faire ressembler une confrontation qui a mal tourné. Il a placé le pistolet sur le sol près du corps de James. Essuya son propre prince de tout ce qu'il avait touché. Assurez-vous que les impressions de Lorraine étaient toujours sur les preuves cruciales. Point. Et dans la poche de James. Le buste du téléphone du brûleur. Le texte prévu avait envoyé. Jacques a commencé à randonner dans son camion garé à 2 km sur une route de service. Au moment où quiconque a trouvé le corps de James, Jacques serait de retour à la maison à côté de Lorna. Elle ne saurait même pas qu'il était parti. Alors qu'il traversait les Lightning Woods, Jacques ne sentait rien. Pas de remords, pas de culpabilité, juste une certitude froide selon laquelle la justice était rendue. 3 trahisons, 3 conséquences pointent un lâche et sont restées la Lorna elle-même. Mais son sort était déjà scellé. La salle d'audience était emballée. Rangée après rangée de spectateurs, journalistes, locaux curieux, tous les yeux sur la table de l'accusé où Lorna Licou était assis dans un costume gris, ses cheveux blonds recula bien, son visage pâle sous un maquillage soigneusement appliqué. Jacques s'est assis à la première rangée de la galerie directement derrière la table de l'accusation. À côté de lui, Mara Vallon a regardé la procédure avec des yeux pointus, serrant parfois la main de Jacques dans un soutien silencieux. Le procureur se tenait. Une grande femme aux cheveux gris en acier et une réputation d'impitoyabilité. L'État appelle le détective Robert Wilson. Le détective a pris la parole à prêter serment. Un flic vétéran aux yeux fatigués et à la parole méthodique. Le détective Wilson, veuillez parler au tribunal des éléments de preuve que vous avez découverts sur les lieux du meurtre de James Conmined. Le détective hocha la tête. La victime a été retrouvée avec une seule blessure par balle à la tête dans une zone boisée à environ 15 miles à l'extérieur de Redmond. Un revolver de calibre 38 a été récupéré sur les lieux.
L'arme a été enregistrée auprès du mari de l'accusé, mais ses empreintes digitales étaient sur l'arme. Qu'avez-vous trouvé d'autre, détective? Un téléphone en brûleur dans la poche de la victime. Il contenait des textes menaçants envoyés de l'accusé à la victime. Le véhicule de l'accusé a été trouvé à environ un demi-mile de la scène du crime, caché sur une route de service. Avez-vous découvert un motif pour ce crime? Oui. La victime et le défendeur avaient une liaison basée sur des messages textes et des reçus d'hôtel. Cela se passait depuis environ 7 mois. De plus, nous avons découvert que l'accusé avait souscrit une police d'assurance vie sur la victime 3 mois avant sa mort, se nommant comme bénéficiaire. Le procureur s'est tourné vers le juge. L'État aimerait entrer dans la police d'assurance vie alors que la pièce et Jacques le regardaient passivement. La contrefaçon de Marat avait créé était impeccable. Record arrière, signature numérique, tous pointant vers Lorna. L'avocat de la défense, jeune, surmené, sous-payé, s'est opposé faiblement à certaines preuves. Le juge a annulé la plupart des objections. Lorna continua de regarder Jacques, ses yeux plaidants. Il a rencontré son regard sans expression. Lors d'une récréation, elle s'est approchée de lui dans le couloir du palais de justice, un garde planant à proximité. Jacques, murmura-t-elle. S'il vous plaît, vous savez que je n'ai pas fait ça. Il la regarda comme si elle était un étranger. Est-ce que Je sais que je t'ai blessé. Les affaires. J'ai eu tort. Si mal. Mais je n'ai pas tué James. Vous devez me croire. Jacques était silencieux pendant un long moment. Ensuite, vous avez fait vos choix, Lorna. Maintenant, vous vivez avec eux. Mais je fais face à la vie en prison. Des larmes ont rempli ses yeux. Jacques, aidez-moi s'il vous plaît. Si jamais vous m'aimez, je t'aimais, il a interrompu. Pendant 11 ans, je t'aimais. J'ai construit une vie pour nous. Une maison, un avenir, et vous l'avez jeté pourquoi? Un entraîneur de gymnase vieillissant, un voisin avec des dettes de jeu, mon cousin. Le garde s'avança. C'est assez. Madame Alter revient dans la salle de détention. Alors qu'elle était emmenée, Lorna a regardé Jacques une dernière fois. Je sais que j'ai foiré. S'il vous plaît, aidez-moi. Jacques s'est détourné sans répondre. Le procès a duré 3 semaines. L'accusation a construit un cas méticuleux. La défense a tenté de suggérer que Jacques lui-même était le suspect le plus probable, mais les preuves ont raconté une autre histoire. Jacques avait alibi pour les temps critiques, des témoins qui l'ont placé ailleurs. Des enregistrements numériques de ses mouvements qui ne l'ont jamais amené près de la scène du meurtre. Pendant ce temps, le passé de Lorraine a été exposé dans des détails humiliants. Ses affaires avec les 3 hommes, l'argent qu'elle avait donné à Joseph, les vidéos qu'elle avait envoyées par Devon, les chambres d'hôtel qu'elle avait partagées avec James, les cours de yoga qui n'avaient jamais existé, les mensonges qu'elle avait racontés, la double vie qu'elle avait menée le dernier jour. Le jury est revenu après seulement 4 heures de délibération. En raison du meurtre au premier degré, nous jugeons le défendeur coupable. Lorna s'est effondrée, sanglotant alors que le verdict est élu. Son avocat lui tapota maladroitement l'épaule. La voix du juge était solennelle. Lorna Alter, vous avez été reconnu coupable du meurtre prémédité de James Conmined. Je vous condamne par la présente à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle pendant 15 ans. Alors que les gardes la conduisaient, les yeux de Lorna trouvaient Jacques dans la foule. Il se tenait son regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse par la porte qui l'emmènerait au transport de prison. À côté de lui, Marat lui serra le bras. C'est fini, Jacques. Presque, a-t-il répondu. Point une semaine après la condamnation. Jacques a rendu visite à Lorna en prison. Elle s'est assise en face de lui dans la chambre d'un visiteur, une combinaison orange suspendue sur son cadre déjà éclaircissant. Son visage était gant, les yeux sombres. Sans maquillage, elle avait l'air plus âgée diminuée. Je ne pensais pas que tu venais, a-t-elle dit. Je voulais te voir, répondit Jacques une dernière fois. L'espoir clignote dans ses yeux. Allez-vous m'aider à faire appel? Mon avocat dit qu'il pourrait y avoir des motifs. Non. La voix de Jacques était ferme. Je ne suis pas là pour vous aider, Lorna. Je suis ici pour dire au revoir. L'espoir est mort. Jacques, s'il vous plaît. Je n'ai pas tué James. Vous devez le savoir. Ce que je sais, c'est que vous m'avez trahi à plusieurs reprises avec plusieurs hommes de notre maison, dans notre lit. J'ai fait des erreurs.
Erreur. Jacques se pencha en avant. Une erreur est d'oublier un anniversaire. Une erreur est de dire quelque chose de blessant dans la colère. Ce que vous avez fait a été délibéré, calculé. Pendant des mois, des années peut-être. Les yeux de Lorna se remplissaient de larmes. J'étais malheureux. Vous travailliez toujours concentré sur une entreprise. Je me sentais invisible. Donc, vous vous êtes rendu visible pour les autres hommes. Ce n'était pas comme ça. Alors comment c'était, Lorna? Expliquez-moi. Aidez-moi à comprendre pourquoi ma femme dormait avec mon cousin. Avec notre voisin, avec un homme de 10 ans de moins qu'elle. Lorna n'avait pas de réponse, juste des larmes. Jacques se leva. Je vends la maison, je donne vos vêtements, vos bijoux, votre voiture, tout ce qui était le vôtre aura disparu d'ici la fin du mois. Vous ne pouvez pas faire ça. La panique s'est bornée dans sa voix. Où vais-je aller quand je sortirai? Ce n'est pas mon problème. Jacques se tourna pour partir, puis s'arrêta. Soit dit en passant, la compagnie d'assurance vie enquête sur la police de James. Il s'avère qu'il y a des irrégularités. Il coopère avec la police. Pourrait ajouter des frais de fraude à votre peine. Je n'ai jamais retiré de politique, a protesté Lorna. Jacques, je jure que je suis encadré. Il la regarda froidement. Par qui? Devon, qui a quitté la ville la veille de la mort de James. Joseph, qui a déménagé 3 États 2 semaines plus tôt. Qui vous encadrerait, Lorna? Elle le regarda, une compréhension soudaine se rendant dans ses yeux. Toi, murmura-t-elle. C'était toi, a déclaré Jacques. Rien. Tu as tué James. Sa voix s'est renforcée. Tu m'as encadré. Mon Dieu, Jacques, qu'as-tu fait? Je n'ai rien fait, a-t-il dit tranquillement. Vous avez tout tué bien avant de l'avoir officiel. Il se retourna et s'éloigna, ignorant ses appels de plus en plus frénétiques derrière lui. À l'extérieur de la prison, Mara a attendu dans sa voiture. Jacques glissa dans le siège passager. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé. Comme prévu. Il regarda tout droit. Elle sait. A-t-elle dit à quelqu'un? Jacques secoua la tête. Qui la croirait? Un meurtrier condamné affirmant que son mari l'a encadré contre toutes les preuves. Non, elle est piégée comme elle m'a piégé. Mara a démarré la voiture. Où maintenant? Maison. J'ai besoin de finir d'emballer la maison. La vente se termine la semaine prochaine. Et puis nous recommençons. Jacques la regarda. Ensemble si vous voulez. Mara sourit, tendant sa main. J'ai attendu depuis longtemps pour entendre cela. Ils se sont éloignés de la prison, laissant Lorna et le passé derrière. 1 an plus tard, la vitrine était modeste mais propre avec un panneau fraîchement peint. Rénovation de deuxième chance. À l'intérieur, Jacques a examiné les plans avec un jeune entrepreneur tandis que Mara a géré les appels à la réception. Leur organisme sans but lucratif s'est concentré sur la rénovation des maisons pour les personnes qui recommencent après la trahison ou les conjoints de divorce abusés, les gens qui échappent aux mauvaises relations, les familles se reconstruisant après la tragédie. Au cours de sa première année, ils avaient achevé 6 maisons avec 4 autres en cours. Jacques leva les yeux tandis que la cloche sur la porte saillit. Une femme est entrée, nerveuse, serrant un dossier de papier. Puis-je vous aider? Demanda Mara. Je l'espère. La femme jeta un coup d'œil incertain. On m'a dit que vous pourriez aider les gens qui ont besoin de recommencer. Jacques s'approcha de tendre la main. Jacques Alter. Voici Mara Vallon. Et oui, c'est ce que nous faisons. Je suis Émilie. Émilie Turner. Elle a avalé fort. Mon mari. Il est parti il y a 6 mois. La maison s'effondre. Je ne peux pas me permettre des réparations et je ne peux pas le vendre tel quel. J'ai 2 enfants. Je ne sais pas quoi faire. Jacques a fait un geste vers une petite table de conférence. Pourquoi ne pas nous asseoir et en parler? Alors qu'il discutait de la situation d'Émilie, Jacques a ressenti un sens de l'objectif qui manquait depuis des années. Voici quelqu'un qu'il pouvait vraiment aider. Quelqu'un qui méritait une seconde chance. Plus tard, après qu'Émilie est partie avec une promesse qu'ils évalueraient sa maison la semaine suivante, Mara a rejoint Jacques à son bureau. Vous êtes bon dans ce domaine, a-t-elle dit. Aider les gens à reconstruire en prend un à personne, a-t-il répondu en lui prenant la main.
Je n'aurais pas pu faire tout cela sans toi. Que pensez-vous qu'ils sont maintenant? Demanda Mara soudainement. Les trois d'entre eux. Jacques savait qui elle avait rencontré. Devon vit dans un parc de roulotte en Arizona. Travaillait comme videur dans un club de striptease. La dernière fois que j'ai vérifié, il marche toujours avec un mou. Joseph a divorcé, en faillite, travaillant comme caissier de banque en Idaho. Ses filles ne lui parlent pas. Et Lorna. Jacques était silencieux pendant un moment. Toujours en prison. 14 ans de plus avant qu'elle ne soit éligible à la libération conditionnelle. Son appel a été rejeté le mois dernier. Vous le regrettez-vous jamais? Tout? Jacques, considérez la question. Je regrette que cela soit arrivé à cela. Je regrette qu'elle n'était pas ce que je pensais qu'elle était. Mais non, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Mara hocha la tête, compréhension. Cette nuit-là, ils ont marché le long de la rivière qui traversait Redmond. La ville était différente de Jacques maintenant. Pas le lieu de la trahison n'avait pas été, mais un lieu de reconstruction, de recommencer. Je pensais, a dit Mara, à propos de l'élargissement de l'organisme à but non lucratif, peut-être d'ajouter des services de conseil. Beaucoup de gens que nous aidons pourraient utiliser quelqu'un à qui parler. Cela semble parfait, a accepté Jacques. Vous seriez bon dans ce domaine. Ils se sont arrêtés sur le pont, regardant l'eau. Jacques pensa à tout ce qui s'était passé, tout ce qui avait changé. Il avait perdu sa femme, sa maison, son ancienne vie. Mais il avait trouvé la justice, trouvé un but, trouvé Mara, ou plutôt retrouvé son chemin vers elle. Pas de regret, demanda à nouveau Mara, fouillant son visage. Jacques secoua la tête. Ils ont choisi le feu, dit-il tranquillement. Alors je suis devenu celui qui a allumé le match. Il l'a rapproché et ensemble, ils ont regardé la rivière couler sous eux, transportant le passé, faisant de la place pour tout ce qui est venu.